J'appelle donc les participants de la première table ronde, celle qui porte sur les GHT, et je les invite à me rejoindre sur l'estrade. Comme nous en avons pris l'habitude, c'est aussi un moment pour vous donner la parole sur ce qui se passe dans les hôpitaux. Donc vont participer à cette table ronde de votre droite à votre gauche, donc M. Gottgeber, qui est directeur grand compte pour MSD France, Jean-Marie Baudouin, qui est au centre de cette table ronde, qui est directeur des achats du CHU de Besançon et du GHT Centre Franche-Comté, et enfin Floréal Pech, si je ne me suis pas trompé, sur l'orthographe Pex. C'est pour les Catalans. Voilà, Pex, donc Pex, pardon, qui est directeur qualité et méthode d'Elior Service. Donc avant d'engager cette conversation, on vous propose une petite introduction qui va positionner le sujet, les thèmes et surtout vous préciser ce que représente aujourd'hui le CHU de Besançon. Le centre hospitalier universitaire de Besançon, 1401 lits hospitaliers et 13 pôles cliniques et médico-techniques. 120 conventions de partenariat sont établies avec des établissements publics et privés de la région Franche-Comté. Services de radiothérapie, oncologie, chirurgie, imagerie, télémédecine, soins palliatifs. 5 axes stratégiques ont été fixés pour la période 2014-2019. Garantir des parcours de soins efficients. Renforcer la dimension de recours et d'expertise du CHU. Promouvoir la qualité, la sécurité et la pertinence des soins. Poursuivre la dynamique de recherche et d'innovation. Affirmer l'engagement du CHU dans les missions d'enseignement et de formation. Le CHU de Besançon est l'établissement support du GHT Centre Franche-Comté. 11 établissements répartis sur 3 départements composent ce GHT. 214 millions d'euros d'achats sont générés chaque année et dédiés principalement aux médicaments et produits pharmaceutiques, dispositifs médicaux et aux laboratoires. Donc voilà pour cette présentation. Monsieur Baudouin, vous êtes directeur des achats du CHU de Besançon, du GHT Centre Franche-Comté. 11 établissements, 3 départements, 214 millions d'euros d'achats, une fonction achat qui est installée depuis le 1er janvier. Expliquez-nous comment ça fonctionne concrètement, comment vous avez mis en place tout ça, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui est encore en phase de gestation, quels sont les éléments sur lesquels vous avez avancé, d'autres moins? Oui, bon, comme dans les copies du lycée, ça fonctionne bien dans l'ensemble, donc souvent ça veut dire mal dans le détail. Bon, c'est une plaisanterie, hein, c'est pas tout à fait comme ça. Alors, le premier parti qu'on a pris à Besançon, c'est de préparer très en amont le fonctionnement du GHT. Depuis le mois d'août 2016, on se réunit tous les mois pour préparer la mise en route du 1er janvier 2018. Et l'originalité peut-être de ce GHT par rapport à d'autres, puisque on est quand même plus d'une centaine en France, c'est que cette préparation s'est faite sous la direction d'un chef d'établissement parti, comme on dit. Alors, plusieurs raisons pour ça. Cette personne qui était la directrice de l'établissement de Morteau était intéressée par cette démarche, mais également on s'est aperçu à la longue que ça rassurait fortement les acheteurs, et notamment les acheteurs des établissements partis, que ça rassurait les chefs d'établissement en se disant le CHU, établissement support, ne va pas mettre le grappin sur les établissements de façon délibérée, et puis ça rassurait aussi les politiques, puisque tous les élus locaux étaient inquiets, notamment pour certains segments comme l'alimentation, vous le savez bien, ou les transports sanitaires, ou des secteurs comme ça. Et cette démarche, finalement, a été positive. L'autre discipline à laquelle on s'est astreint, c'est qu'on a mis en place une organisation
que je vais vous développer en 3 mots, mais on s'est dit qu'on allait la figer pour une durée d'au moins 6 mois, de façon à éviter que dès le 2e mois, le 3e mois, et ça a déjà été le cas, on se dise « non, il faut changer ci, il faut changer ça ». Je crois que le virage culturel est tel pour les établissements parties comme pour les établissements supports qu'il fallait cette période, et elle sera également utile pour pouvoir, pendant l'été, prendre un peu de recul et savoir ce qu'il faut changer dans notre organisation. Notre organisation, c'est la suivante. Elle repose sur un trépied, une réunion mensuelle d'un comité de gestion des achats qui réunit les référents achats des différents établissements, les référents permanents pour les établissements de Besançon, Dole, Pontarlier et Gray, qui sont les 4 plus gros établissements du GHT, et puis une représentation tournante pour les autres établissements. Deuxième pied de ce trépied, c'est la commission des achats. Alors, nous avions déjà au CHU une commission des achats qui était un peu l'héritière des commissions d'appel d'offres. Vous savez que les commissions d'appel d'offres ne sont plus obligatoires dans les établissements hospitaliers. Quand on les a supprimées, on s'est dépêché dans beaucoup d'établissements de rétablir quelque chose qui ressemblait à une commission d'appel d'offres. Ça s'appelle la commission des achats chez nous. Et elle réunit de façon très assidue l'établissement support, les établissements parties concernés par les achats, le rapporteur, le représentant de la trésorerie et le représentant de la direction de la concurrence, les services de la concurrence et de la consommation. Tous les mois également, cette commission se réunit pour donner un avis préalable à tous les marchés qui sont passés, antérieurement au titre du CHU, désormais au titre du GHT. Et puis le 3e point, l'aspect plus politique, c'est le COSTRA, ce qu'on appelle le COSTRA, le comité stratégique, c'est-à-dire qui réunit les chefs d'établissement, les présidents de CME notamment, qui se réunit tous les trimestres et à qui le comité de gestion des achats rend compte de son activité. Bon. Le principe de base de tout ça, c'est qu'on a souhaité travailler dans un mode fédératif, collaboratif, en tentant de ne pas imposer le point de vue de l'établissement support, qui pour autant représente 75 à 80% des achats, du volume des achats, aux établissements parties. Alors, d'accord. On peut continuer. On va continuer, on va reprendre. Ce moment est conçu pour que les entrepreneurs et les entreprises aient la parole. Donc, messieurs, monsieur Peck, je crois que c'est vous qui ouvrez le feu, si j'ose dire. Justement, au niveau des achats, on voit qu'il y a deux stratégies, ce qu'on a pu voir nous sur le terrain, avec des GHT qui centralisent vraiment les achats et prennent vraiment la main sur les achats sans faire réellement participer les établissements parties. Et une autre qui est plus décentralisée en donnant certaines délégations et voire certaines responsabilités aux établissements parties. Quelle a été la position du CHU de Besançon et pour quelles raisons vous avez choisi telle ou telle organisation? Alors, bon, ça va faire une réponse de Normand que nous ne sommes pas. C'est à la fois centralisé et décentralisé. C'est obligatoirement centralisé puisque la loi donne à l'établissement support toute latitude pour faire les achats, pour les actes d'achat pour le GHT, et parce que la décision finale revient toujours à l'établissement support, et parce que c'est, j'allais dire très trivialement, la directrice générale du CHU qui ira en prison si un marché est délictueux. Même un marché de travaux unique pour un établissement parti. Hein. Je rappelle que c'est comme ça. Donc de ce fait-là, on affirme le fait que c'est le CHU et l'établissement support qui, en dernier ressort, prend les décisions d'achat. Décentralisé et avec un mode collaboratif parce qu'on a souhaité associer à l'équipe d'achat de l'établissement support du temps d'acheteur des établissements partis. Je donne un exemple, mais il y en a d'autres. Au centre hospitalier de Gray, le référent achat a une délégation, a une mise à disposition de 10% de son temps auprès de l'équipe achat de l'établissement support pour gérer le segment ou la famille de l'incontinence. À Dole, 20%. À Pontarlier, 20%. Donc il y a une sorte de mélange
même s'il n'est pas quotidien, puisqu'il y a le télétravail, il y a les réunions, entre l'équipe achat d'origine, qui est celle de l'établissement support, qui en théorie savait tout faire, si on veut bien, mais on a souhaité associer de façon étroite les acheteurs des établissements partis. Et bon, pour l'instant, ça se passe bien. Il faut bien voir qu'un des gros problèmes des GHT et de la fonction achat des GHT, il n'y a pas que celle-là, c'est pas la partie technique et la partie organisationnelle, c'est surtout la partie humaine et relationnelle. Se voir du jour au lendemain dépossédé de la fonction achat dans un établissement parti, c'est quand même pas simple. On a un peu vécu ça avec UniAchat il y a une dizaine d'années, où UniAchat nous a piqué notre savoir-faire. Et puis là, à nouveau, et même de façon encore accrue, les établissements partis se retrouvent du jour au lendemain avec des spécialistes de l'achat, souvent, qui ne font plus d'achat, qui font de la gestion de services économiques, qui font de la commande, qui font tout ce qu'on veut, mais qui ne font plus d'achat. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même important. L'autre point important, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces 18 mois de préparation nous ont simplement appris à nous connaître. On se connaissait certes comme ça, bonjour, bonsoir, dans des réunions, mais se connaître pour travailler ensemble, c'est quand même autre chose, avec des philosophies souvent complètement différentes. Alors très concrètement, si on reprend l'exemple que vous citiez à Grey, qui est le spécialiste de l'incontinence, c'est cet acheteur qui va rencontrer les entreprises qui travaillent sur l'incontinence. Quel est son niveau de responsabilité? Qu'est-ce qui lui est confié? Vous pouvez nous expliquer un peu comment concrètement ça fonctionne? Parce que les entreprises qui sont dans la salle doivent savoir peut-être aussi, ou je ne sais pas si elles doivent le savoir, que c'est ce monsieur ou cette dame à Grey qui s'occupe de l'incontinence, et puis un autre à Pontarlier, d'autres choses. Alors comment vous êtes organisé pour communiquer au monde économique, et puis quelles sont les missions qui lui sont confiées? Alors, dans notre GHT, je ne dis pas que c'est le cas tous les GHT, hein, c'est un exemple qu'on cite aujourd'hui. Ces personnes qui sont délégataires pour un segment, je reparle de l'incontinence, ont une très large délégation, depuis le sourçage, le sourcing, comme on dit, jusqu'à la préparation de la consultation, recensement des besoins, enfin toute la démarche habituelle d'achat telle que vous la connaissez. Et c'est le jour venu, même s'il y a eu des contacts préalables, qu'il viendra en comité de gestion des achats présenter son appel d'offres ou sa proposition d'achat. Et c'est à ce moment-là que le comité de gestion des achats valide ou donne un avis favorable à ce qui est présenté et accompagne ce rapporteur jusqu'à la commission des achats pour qu'il présente le marché en question. Donc il y a quand même, je dirais, une très large délégation, ce qui donne de l'intérêt pour ces gestionnaires de segments. Alors l'autre intérêt dont vous vous doutez, c'est que les GHT, la fonction d'achat des GHT, elle est quand même destinée, en gros, à faire des économies, en tout cas pas de dépenses supplémentaires aux établissements. Or, du jour au lendemain, l'établissement support se retrouve avec la charge des achats de l'ensemble des établissements partis, et ça prend du temps. Il y a une organisation syndicale de directeurs qui a fait un peu de battage récemment en disant les GHT, ça coûte 13 millions d'euros, hein, quelque chose comme ça. Donc pour mieux acheter, pour moins dépenser, on commence par dépenser 13 millions d'euros. Donc un des leviers pour éviter ces dépenses supplémentaires, même si on sait bien qu'il y a peut-être des compétences à acquérir ou des recrutements à faire dans certains cas, c'est de pouvoir avoir confié à d'anciens acheteurs de l'établissement parti, devenus acheteurs au nom de l'établissement support, un certain nombre de filières et de segments. L'autre levier, c'est de recourir plus aux opérateurs nationaux. Ça nous est toujours demandé. Il y en a un ici, puisque nous sommes là, mais vous en connaissez d'autres. Là aussi, l'établissement support doit donner aux établissements partis qui avaient moins l'habitude, en quelque sorte, le goût du recours aux opérateurs nationaux pour lesquels ils étaient, ou ils sont jusqu'ici, toujours un peu frileux, en ayant peur des organisations complexes que ça peut représenter. Voilà. D'accord. Monsieur Gottgeber, donc médicaments, on va peut-être parler de produits de santé.
Oui, alors si nous nous intéressons plus spécifiquement aux produits de santé, vous faites face en tant qu'établissement support à plusieurs éléments. Le premier, c'est la mise en place d'une stratégie d'achat de produits de santé, certainement en lien avec le plan médical, peut-être aussi avec le livret thérapeutique, un livret thérapeutique de territoire. Et puis en même temps, la DGES a émis des directives ou des recommandations sur le rôle respectif des opérateurs nationaux et des opérateurs régionaux, les opérateurs nationaux étant en charge des produits en monopole, les opérateurs régionaux étant en charge, eux, des produits en concurrence. Donc comment est-ce que vous construisez votre stratégie d'achat dans ce contexte et comment vous positionnez finalement vis-à-vis de ces différents opérateurs ? Alors vous avez donné les réponses en posant les questions, mais c'est l'art du bon questionneur sans doute. Notre stratégie d'achat en matière de médicaments, elle est entièrement fondée à l'origine sur le projet médical partagé qu'on a déjà rédigé, enfin qui a été validé, des 11 établissements du GHT. Donc, projet médical partagé qui définit, ça a été un petit peu dit là, une douzaine de filières de prise en charge des patients et qui définit un certain nombre d'activités transversales, notamment l'ambulatoire, puisque c'est quelque chose d'important. Sur le fondement de ce projet médical partagé, on est en train d'établir ou de compléter un livret commun du médicament. C'est vraiment la base. Et c'est seulement à partir du livret commun un médicament se met en place la stratégie d'achat qui est pilotée par l'établissement support et en particulier par les pharmaciens, puisqu'il s'agit d'un créneau un peu particulier, mais qui du point de vue du volume et de la masse représente quelque chose d'important. Alors, un des éléments facilitateurs de cette démarche, c'est que dans notre région, mais comme dans beaucoup de régions, le CHU irriguait déjà les établissements partis et même au-delà, l'ancienne région Franche-Comté, par son activité médicale, par ses mises à disposition de médecins, de chirurgiens, qui faisaient que, en quelque sorte, la politique du médicament préexistait un petit peu dans la région. C'est d'autant plus vrai en Franche-Comté que le CHU, qu'il n'y a pas de centre de lutte contre le cancer, et qu'il n'y avait pas de centre de lutte contre le cancer, et que c'est le CHU qui fait fonction de centre de lutte contre le cancer. Donc il y a un poids important du médicament pour cette discipline-là. Le paradoxe auquel on est arrivé assez vite, et c'est, je pense, le paradoxe de tous les CHU, établissements support de GHT, c'est qu'en fait, le dimensionnement du GHT n'est pas si, j'arrive peut-être déjà à la conclusion, mais n'est pas si opérationnel que ça. On aurait voulu que les GHT, et c'était la position initiale du CHU, c'était ça, recouvre l'ensemble des établissements de la région desservis par le CHU, c'est-à-dire les 4 départements de l'ancienne Franche-Comté. Pour autant, pour des raisons politiques, on a créé plusieurs GHT, ce qui fait que le CHU se trouve à la tête d'un GHT un peu petit par rapport à ce qu'il faisait avant et même par rapport aux ambitions qu'il peut avoir. Et dès maintenant, en pharmacie comme dans d'autres domaines, les GHT voisins frappent à la porte du GHT du CHU pour vouloir s'y associer. Alors, comment on s'est organisé ? Notre politique en matière d'achat de médicaments est très, très unie achat. Et puis, on est à côté d'un groupement qui préexistait, auquel le CHU n'adhérait pas. Je rappelle aussi, pour être un ancien de l'achat, qui a 10 ans, le ministère, le programme phare, etc., nous a dit abandonnez tous les groupements locaux que vous gérez. Les établissements membres d'Uni Achat font des achats de nature différente. Ils sont 60, c'est les 60 plus grands, ils doivent travailler ensemble. Vous abandonnez tout lien local. Bon, on a été bon élève. Du coup, il y a un groupement de pharmacie indépendant du CHU qui s'est mis en place. Et puis maintenant, on le retrouve parallèlement à la politique menée par l'établissement support. Bon, pour l'instant, on est dans une phase de coexistence. C'est-à-dire que les établissements partis qui voulaient continuer pour certains lots ou pour une certaine durée à adhérer au groupement local continuent à le faire. Mais pour l'essentiel de leurs achats, notamment ceux qui sont sur la liste, etc., enfin tout ce qui est en tarif administré,
ils sont venus se greffer sur l'établissement support. Mais il va arriver un moment, d'ici 1 an ou 2 ans, où je pense que les deux démarches fusionneront et que l'établissement support prendra en charge la totalité des achats du GHT, voire peut-être des autres GHT de la région auxquels il se sera associé d'ici là. D'accord. Lorsqu'on a préparé là, parce que vous avez parlé du projet médical partagé, vous nous avez expliqué donc le livret thérapeutique commun du GHT, donc ça c'est un travail qui est engagé, et vous nous avez expliqué aussi que parallèlement, au moins sur l'agglomération de Besançon, si j'ai bien compris, il y avait un projet de PUI qui rassemblerait plusieurs implantations de la pharmacie en parallèle. Alors, nous avions cette idée de PUI, elle pouvait être mise en œuvre un peu indépendamment du GHT. Il se trouve que ça a coïncidé. Alors peut-être que là, on anticipe l'avenir aussi. On souhaitait depuis longtemps, avec les 4 établissements du Grand Besançon, donc qui sont des établissements de moyenne et petite taille, avec des unités de soins de longue durée, de l'EHPAD, du SSR, etc., mettre en place dès maintenant une PUI pour ces 4 établissements. Elle est en place depuis le 1er janvier, parallèlement à la mise en place du GHT, ce qui fait que dans certains esprits, d'ailleurs, ça a pu créer une confusion. Alors, donc, PUI, le CHU est le seul acheteur et livre les pharmacies relais de ces différents établissements. Et là, on a un phénomène d'intégration complète. Notre idée avec le professeur Lima, qui est le président de la commission médicale d'établissement et qui est également l'ancien chef de pôle pharmaceutique, c'est d'avoir à relativement moyen terme 2 à 3 PUI pour l'ensemble du GHT. Il y en aurait donc une à Besançon, comme c'est le cas maintenant, peut-être une dans le Haut-Doubs autour de Pontarlier, et puis une autre autour de Dole, pour desservir à peu près les 100 km de territoire qui nous desservent. Très bien. Ça pose évidemment la question de la logistique, hein, on y arrive. On en parlera un peu plus tard dans l'après-midi. Monsieur Pex, peut-être une autre question ? Oui, notre question, notamment, on se rend compte dans tout ce qui est expérimentation, innovation, sur tout ce qui est organisationnel, on a des accords et on a des projets que l'on mène, notamment sur les établissements privés, donc avec des grands acteurs connus de tout le monde. On se rend compte qu'on a énormément de difficultés à mener ce même type d'expérimentation avec le secteur public. Et on se disait que peut-être qu'avec la loi de financement de la sécurité sociale et notamment l'article 51, ça ouvrait peut-être des possibilités à ce type d'expérimentation et d'innovation, parce qu'on sait très bien qu'avec le secteur public, ça a toujours été difficile à mettre en place. Alors c'est vrai qu'on regarde toujours avec circonspection ce genre d'objets administratifs non identifiés, comme peut être l'article 51, hein, qui introduit une dérogation avec une période de 5 ans très encadrée. Bon, c'est vrai, ce que vous dites est très juste, qu'il y a une certaine frilosité de notre côté. En revanche, on en a parlé dans nos instances internes à plusieurs reprises, à la faveur des GHT, c'est vraiment une occasion rêvée pour pouvoir expérimenter quelque chose. Alors, peut-être pas forcément uniquement pour les achats, hein. On pensait au transport sanitaire, on pensait à la question de l'ambulatoire, à des questions de rémunération, de tarification. Mais la mise en place des GHT et le fait qu'on travaille ensemble avec des établissements de taille et de configuration extrêmement variées fait qu'on peut avoir un regard un peu neuf sur cette proposition et puis être moins frileux que ce qu'on a pu être par le passé. Bon, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'exemple précis. On y pense chez nous pour les transports sanitaires, mais la réglementation de son côté évolue aussi rapidement de ce côté-là. Mais voilà, c'est à peu près la réponse que je peux vous apporter. Monsieur Le Gueber. Oui, je voulais revenir sur la question finalement de la lisibilité dont les industriels peuvent peut-être avoir besoin compte tenu de l'évolution d'organisation des achats. Et comme dans toute période de transformation, il y a une période
durant laquelle la lisibilité de la situation est moins forte. Et j'aurais bien voulu avoir votre éclairage sur la manière dont vous percevez l'évolution du rôle effectif des différents acteurs, que ce soit le GHT, qui peut aussi se constituer en groupement de commandes, l'opérateur national, l'opérateur régional, et à court terme et puis à moyen terme, comment est-ce que vous voyez évoluer le rôle de ces différents opérateurs? Alors, je vais d'abord faire une parenthèse en allant dans votre sens. Quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais dont vous êtes peut-être familier, c'est les délégations de signature aux établissements parties pour qu'ils agissent au nom de l'établissement support pour des achats de faible montant. Bon, on l'a mis en place dans notre GHT, comme dans beaucoup de GHT, pour des montants inférieurs à 25 000 €, qui est le premier seuil des achats un peu formalisés. Et ce dispositif n'aide pas la lisibilité, puisqu'au contraire, certains fournisseurs se retrouvent, mais finalement, c'est quand même à nouveau, c'est encore les établissements parties qui achètent, puisqu'il y a cette délégation de signature. Donc c'est quelque chose qu'on a quelquefois du mal à expliquer aux fournisseurs de l'établissement. Après, il y a une vieille discussion sur le niveau de pertinence national, infranational, régional, infrarégional, pour toute une série d'achats, notamment pour les produits de santé. Je pense qu'actuellement, il y a trop de niveaux différents. À mon avis, un niveau national et un niveau régional ou infranational, ça serait les deux niveaux optimaux pour la gestion de ces produits. Dire, comme ça a été dit à un moment, les produits pharmaceutiques, c'est uniquement au niveau régional, je pense que c'est plus opérationnel du tout. Notre président de CME, pharmacien, explique à chaque fois qu'il rencontre ses collègues pharmaciens du GHT que l'un des gros problèmes de l'avenir, ça va être la pénurie de médicaments et que c'est pas, même au niveau d'un groupement d'achat de GHT, qu'on pourra régler cette question-là. Il faut vraiment avoir des leviers nationaux pour s'attaquer à ce type de difficultés. Une autre question qui se pose de plus en plus, même si elle se posait déjà dans le passé, c'est le problème des allotissements. Quelle lisibilité des marchés avec 700 lots, 700 lignes, enfin, ou 700 lots, 800 lots, est-ce que c'est encore pertinent? La règle de la commande publique, ça reste celle de l'allotissement, hein, je le rappelle, il faut favoriser l'accès à la commande publique, etc. Pour autant, quand on se trouve en face d'un certain nombre de fournisseurs, dont vous, firmes pharmaceutiques, ou vous-même, prestataires de services, il est clair que ce niveau de détail dans la définition du besoin n'est plus opérationnel et que essayer de regrouper, de fusionner, de reconfigurer nos consultations pour limiter le nombre de lots, c'est aussi une des tâches qui nous attend et qui apportera une meilleure lisibilité pour nos fournisseurs. D'accord. Je propose, puisqu'on a prévu de pouvoir le faire, qu'éventuellement on puisse prendre une ou deux questions dans la salle, s'il y en avait. Pas de questions. Alors moi, je vais poser une question aux représentants des entreprises qui sont là, présents. On a passé un peu de temps pour exposer ce qui se passait dans les établissements, dans les GHT. Vous, de votre point de vue, de quoi vous auriez besoin pour mieux travailler et mieux appréhender cette réforme importante dont on ne mesure que les premiers effets au cours des premières semaines de l'année? Messieurs. Comme on l'a dit précédemment, je pense en termes de lisibilité, effectivement, du coup, avec la création des GHT, les établissements parties, éventuellement la répartition des missions et des acheteurs, avoir de la visibilité en termes de sourcing, effectivement, savoir quel est le bon interlocuteur. Donc, pour l'instant, on a un peu du mal à s'y repérer. Également favoriser ce que je disais précédemment, donc vous l'avez répété, donc il y a un projet ambitieux de développement de l'ambulatoire, passé à 70% d'ici 2020. Donc vous avez redéfini un projet médical partagé. Donc là-dessus, il y a des restructurations, des réorganisations à redéfinir, éventuellement à
à retravailler. Et je pense que également sur ce type de réorganisation et de transformation du paysage du secteur de la santé, je pense que là-dessus, il y a des opportunités à la fois pour vous et pour nous à travailler vraiment en collaboration, des choses qu'on a déjà pu faire pas mal dans le secteur privé. Et je pense que le secteur public aussi aurait tout à gagner à essayer de développer ce type de partenariat, comme vous le mettiez d'ailleurs dans votre présentation. Très bien. Monsieur Goldgubel. Je vais pas être forcément très différent dans la mesure, en réalité, où nous sommes dans un monde en transformation. C'est probablement l'opportunité certes, de gérer une situation qui manque de lisibilité à un instant T, et on sait que ça va durer un certain temps, mais probablement d'aller dans des démarches qui soient plus des démarches collaboratives pour mieux comprendre aussi quelle est la stratégie d'achat que vous souhaitez mettre en place au sein des GHT, de manière à nous donner aussi, nous, la visibilité nécessaire, de manière à ce que nous puissions être en capacité de pouvoir aussi ajuster nos stratégies commerciales et économiques en fonction de la compréhension que nous avons d'évolution de l'organisation des achats et de la volonté des établissements en termes de stratégie d'achat de produits de santé. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour cette première table ronde. Merci à vous pour vous être livrés à cet exercice. Qualité, bienveillance, pertinence, c'est les 3 mots-clés qui vont scander cet après-midi. Donc je vous propose de découvrir le premier d'entre eux. Et j'appelle les participants à la seconde table ronde à me rejoindre sur scène. La bientraitance relève d'une culture partagée, du respect de la personne et de son histoire, de sa dignité et de sa singularité. Pour le professionnel, il s'agit d'une manière d'être, de dire et d'agir, soucieuse de l'autre, réactive à ses besoins et à ses demandes, respectueuse de ses choix et de ses refus. Elle exige à la fois une réflexion collective sur les pratiques des professionnels et nécessite une mise en acte rigoureuse des mesures que la réflexion collective préconise pour les améliorer.